Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu. Et Franck, Bienvenue pour le premier épisode de Give Me 5. Franck, est-ce que ça va ? ça va très très bien. Et toi Mathieu, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Ça va d'autant plus mieux que pour du coup ce premier épisode, le thème du coup de ce premier épisode, je suis un peu content parce que du coup c'est les armes blanches. D'accord. C'est un petit peu psychopathe. C'est-à-dire, on commence par direct, on est sur des psychopathes, quoi. Donc j'aime bien les armes blanches. Ça commence bien, j'aime bien. Du coup, on peut commencer directement en parlant d'armes blanches dans les jeux vidéo et leur représentation au cinéma. Précisons bien que voilà, on n'est pas trop psychopathe non plus. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est de travailler sur les armes blanches, là, du coup, pour cet épisode, au cinéma, sur leur représentation, parce que souvent, au cinéma, les films sont issus d'autres médias, c'est-à-dire plutôt des livres ou des comics. Beaucoup des comics en ce moment, avant le drame, avant le confinement. Et donc du coup c'est plus facile pour pouvoir trouver des armes blanches. Donc voilà, donc là l'idée, on va vous présenter chacun son tour 5 armes blanches, et puis pour vous montrer des armes blanches qu'on aime bien, on a dû faire un choix parce que trouver seulement 5 armes blanches, donc ces armes blanches non magiques et non technologiques. Donc on est sur de la lame. Sur du basique, oui. C'est ça, du truc qui tape, qui font mal et qui font du sang rapidement. On est dans l'efficacité, voilà. Ouais. Alors du coup, on va commencer. Vas-y, je te laisse commencer. Alors du coup, la première arme que j'ai choisie parmi la foultitude d'armes qu'on pouvait choisir au cinéma, j'ai choisi Anduril. Et donc Anduril, c'est le nom d'une épée, la flamme de l'Ouest dans Le Seigneur des Anneaux, et en fait c'est l'épée que porte Aragorn quand il devient roi. Et en fait, alors je vais vous lire une partie de la fiche Wikipédia parce que je ne connais pas cette histoire par cœur. Donc Anduril, qui était d'abord connu sous le nom de Narsil, l'épée d'Elendil, donc c'est un des seigneurs du Numénor et lointain ancêtre d'Aragorn. Donc c'est l'épée qui a servi à couper, alors là c'est moi qui rajoute, mais c'est l'épée qui a servi à couper Sauron, à couper le doigt de Sauron pour lui faire perdre l'anneau de pouvoir lors du Troisième Âge. Ah oui. Non, pardon, pas lors du Troisième Âge, ça c'est non, lors du Troisième Âge, ça c'est quand on retrouve. Lors des premières batailles, des batailles entre les elfes, entre les elfes, les hommes et Sauron. D'accord, ok. Voilà, là je sens qu'il y a plein de fans de Seigneur des Anneaux qui vont me lyncher sur les réseaux parce que je ne connais pas cette histoire par cœur. Voilà, l'épée qui fut brisée et qui a été reforgée pour Aragorn, pour qu'il devienne roi à la fin du retour du roi, du coup. Elle est issue du Seigneur des Anneaux, donc du film qui est sorti en 2001, réalisé par Peter Jackson. D'accord, très bien. D'ailleurs, ça reste mon préféré des trois. Enfin, après, le Bilbo le Hobbit, je compte pas trop. Enfin, je crois que j'ai vu que le premier. C'est une trilogie, il me semble. Oui, les deux, c'est des trilogies. Ouais. Il y a le Seigneur des Anneaux qui est une trilogie, et Bilbo, c'est aussi une trilogie. Ouais, mais du coup, le premier reste mon... Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, que ça ait été une bonne idée en fait de faire une trilogie de Bilbo. C'était bien. Parce que de ce que j'ai compris, ça tenait que sur un livre, hein, il me semble, et il a un peu étiré Peter Jackson. C'est-à-dire que Bilbo, c'est un livre de 400 pages. Il y a une trilogie qui dure quasiment le même temps que Le Seigneur des Anneaux, qui est une trilogie de 1000 pages. Ah oui. Bon. Voilà. Il fallait rentabiliser la franchise. Voilà, après, du coup, il fait des ponts aussi entre le Bilbo et le Seigneur des Anneaux. On voit des personnages, voilà, forcément, c'est... Il y a un peu de fanservice aussi. Il y a un petit peu de fanservice, tout à fait. Alors, du coup, on va peut-être passer à ta première arme. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors, j'ai choisi l'épée de l'aigle,
qui est présente dans la trilogie reboot Prince of Persia, édité et développé par Ubisoft, entre du coup 2003 et 2005. 2003 c'est le premier épisode, il y en a eu un chaque année. Du coup elle est présente donc dans L'âme du guerrier, donc le deuxième opus. C'est une épée qui est transmise au sein d'un rite initiatique de père en fils, donc qui est détenue par le prince, du coup et qui était détenue avant par le roi. Elle est détenue donc dans la famille royale depuis qu'ils ont découvert l'épée. Donc c'est la première épée qu'on possède dans le jeu. C'est pas la plus puissante, mais c'est pas la plus faible non plus, parce qu'après en fait, au début du jeu, en fait, on apprend à se battre avec, on apprend toutes les mécaniques de gameplay liées au combat avec, et après, suite à un naufrage et des choses qui se passent dans l'histoire, on perd l'épée. Et après, du coup, on se retrouve avec un bout de bois, et du coup, après, on retrouve d'autres armes. Donc, on peut faire des combos 3 coups avec, et cette épée ne peut pas. C'est pas la plus puissante parce qu'elle peut pas battre le Dahaka. Parce que le Dahaka, c'est une sorte d'entité qui poursuit le prince, parce que dans le premier opus, il a libéré les sables du temps et après il les a refermés, mais il s'en est servi en fait pour changer son destin, alors que normalement on n'a pas le droit de changer son destin. Du coup, le Dahaka, il est là pour tuer le prince. Vu que c'est une bête invincible, le prince dans le 2, il cherche l'île du temps pour trouver l'impératrice pour pouvoir essayer de changer son destin. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis l'épée la plus puissante du jeu, parce que c'est une épée magique. Et donc, du coup, c'est une épée courbée, c'est ça? En sorte Ouais, en forme de serre d'aigle, en fait. Ouais, ça se tient bien. Plus ou moins. Et je me dis qu'en fait, en cherchant des images là sur Internet en même temps que tu nous parlais, j'aurais peut-être pu aussi me servir de cette épée, puisque du coup j'avais complètement zappé mais il y a eu un film Prince of Persia et oui. Ce film est sorti de mon esprit complètement. Je l'ai pas vu. J'avouerais que moi c'est tout comme, et je pense qu'il y a une raison. D'accord. C'est avec Jake. C'est Jake Gyllenhaal. Ouais. J'ai pas vu. Je sais qu'il a le même look que dans le 2, que dans L'âme du guerrier, du coup. Mais après, je sais. Ah, mais il est classe, hein, Jake Gyllenhaal, il est classe. Mais le film, il m'a pas marqué, quoi. Alors, du coup, ma deuxième arme. Là, on va passer sur l'arme iconique, parce que c'est le couteau de Rambo. Effectivement, c'est iconique. Voilà, donc Rambo, du coup, le couteau de Rambo dans le film Rambo, donc First Blood en anglais, qui est sorti en 1982 aux États-Unis. Et voilà, écoute, je pense que tout le monde connaît le couteau de Rambo, donc c'est une sorte de gros poignard assez impressionnant, dont il sert pour survivre dans la forêt dans le premier. Et en fait, il a plus ou moins toujours des couteaux, c'est une des marques de fabrique que peut avoir Rambo entre son couteau et son arc. Ouais. Mais j'ai pas voulu choisir l'arc. Je pensais que c'était plutôt des armes de jet. Oui, on est totalement. Voilà. Et là, du coup, c'est vraiment une arme iconique. Après, plus il avance, plus il a des couteaux improbables. Et sur celui-là, du coup, il est quand même très pratique, puisqu'à l'intérieur du manche, on peut trouver une boussole, 5 allumettes, un grattoir, 2 hameçons, du fil, des hameçons avec un plomb chacun, 2 aiguilles, une compresse stérile. C'est plutôt pas mal. Hein. Oui, mais juste pour revenir sur les couteaux improbables, après, parce que je crois qu'il a plus ou moins le même dans les 3 premiers. Dans le 4, il a une machette. Ouais, dans le 4, il forge lui-même son couteau, mais vu la taille, c'est plus un couteau, quoi. Effectivement, on est sur de la machette. Quoi. Ouais, voilà. Mais dans le 5, par contre, je sais. Il me semble qu'il forge un truc aussi. Mais le 5, c'est pas grave. Il faut peut-être le voir par curiosité, voilà. Voilà. Pour la fin de Rambo, la fin de la. Après, je pense pas qu'il refasse de Rambo, vu son âge. Je sais pas, tout est possible avec ça. Oui, c'est vrai. Alors, à toi, quelle est ta deuxième arme? Alors, c'est la lame secrète, présente dans la saga Assassin's Creed. D'accord. Dans aussi un film. Oui, aussi. Là aussi, là, je l'ai vu pour le coup, et j'aurais préféré ne pas le voir. Tout à fait. Je me rappelle qu'on l'a vu ensemble et que c'était dur. C'était difficile. C'était pas facile. Mais là, du coup, on va se focaliser sur la franchise vidéoludique. Donc, cette lame, elle est utilisée par la confrérie des assassins afin d'exécuter
les cibles désignées par le credo. Donc elle est utilisée et vraisemblablement inventée par Darius, qui est considéré comme le premier assassin, lors de l'assassinat du tyran Xerxès Ier, le roi d'Égypte. Ensuite, Darius disparaît de la circulation. La lame tomba entre les mains de Cléopâtre, qui la confia à sa protectrice Aya. Et Aya, elle a un mari qui s'appelle Bayek. Et Bayek, en fait, c'est le personnage qu'on joue dans Assassin's Creed Origins, qui est sorti en 2016, et ça nous apprend comment est formé, enfin est créé le credo des assassins. Mais c'est pas le premier Assassin's Creed sorti, le premier est sorti en 2008. Et on jouait Altaïr, et du coup, Altaïr, c'est un personnage important dans la mythologie Assassin's Creed, parce qu'il contribue grandement à l'amélioration de la lame, en y ajoutant du poison, un système de projectiles, et surtout, ils ont quand même eu vachement longtemps avant d'y penser, mais un système qui permet de ne plus avoir à se couper l'annulaire pour pouvoir sortir la lame. Oui. Parce qu'avant, du coup, ça... Oui, ils ont été un peu lents. Oui, je sais pas s'il n'y avait pas internet, je sais pas si... c'est ça. Mais du coup, voilà, et du coup, il arrive à faire en sorte que les assassins n'aient plus à se couper l'annulaire. Par contre, ils se couperont quand même toujours l'annulaire par engagement rituel envers la confrérie des assassins. Donc c'est plus pour le plaisir, voilà. Mais après, je trouve ça un peu bête parce que les mecs qui sont au courant à l'époque, ils se disent bon, bah lui, il lui manque un doigt, c'est un assassin. Non, Ouais, en termes de discrétion, c'est moyen. oui, du coup, oui. Altaïr, il contribue grandement aux améliorations. Il inscrit tout dans un codex. Et après, ce codex, il est trouvé par Ezio dans la trilogie Ezio, donc Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Et avec son ami Léonard de Vinci, il déchiffre le codex. Et ainsi, après, il arrive à renforcer la lame pour pouvoir se battre au corps à corps avec. Ça peut aussi transpercer des armures et il peut crocheter des serrures avec. Et aussi, il peut... Après, il arrive à faire en sorte d'avoir deux lames, donc une à chaque poignet. Avant, c'était qu'un seul poignet. Donc voilà pour ma deuxième arme blanche. Comment ils attachent ces trucs? C'est pas du tout pratique. Bah non, mais c'est un système... Je crois que c'est un système... c'est sur une sorte de bracelet, là, enfin en cuir. Oui, mais comment t'attaches ce bracelet avec une main? C'est super chiant. Super galère. Oui, J'essaye de mimer le truc sur comment t'attaches le bracelet à une main. Je dois galérer. Tu vois, déjà, quand je mets ma montre tout seul, des fois, je suis en galère. Mais là, un bracelet en cuir avec une lame intégrée. Et qui risque de se déclencher. Oui, qui risque de se déclencher, en plus. C'est super chiant. Et c'est normal, je pense que c'est grâce à lui qu'il y a deux lames, c'est ça? C'est ce que tu disais? Enfin, qu'il peut en avoir une à chaque bras? Bah en fait, techniquement, c'est dans le 2 qu'on peut le faire, parce que c'est des améliorations de gameplay, mais dans l'histoire... C'est Altaïr qui a écrit ça dans son codex, mais Ezio, après, avec Léonard de Vinci, ils ont réussi à le déchiffrer, alors personne n'avait réussi avant. Oui, en même temps, je comprends bien pourquoi lui, il dit que pour en avoir deux, si du coup, ils sont plus obligés de se couper le petit doigt, sinon à chaque fois, t'es obligé de couper un doigt de chaque main, oui. C'est super chiant, quoi. Déjà, c'est chiant, mais alors si en plus, on enlève un à chaque main, c'est quand même vachement embêtant, quoi. Oui. Et puis alors, et c'est encore moins discret, quoi. Oui, en plus. Parce que du coup, peu importe le côté où ils sont tournés... Parce que du coup, tu dis, il y a un assassin avec des lames qui sortent des deux bras. Ah, mais il y a un mec où il lui manque un doigt à chaque main. Peut-être que c'est lui. Oui, surtout que les Templiers, ils sont dans la rue, ils sont pleins dans la rue, je veux dire, ils ont juste à regarder les mains en fait des gars et puis voilà. Oui, quoi qu'en même temps, personne n'arrive à capter que Clark Kent c'est Superman parce qu'il a des lunettes. C'est vrai. Peut-être qu'il y a un mec qui a pas de doigt. Ouais, bon, peut-être qu'il s'en rendrait pas compte. Oui, mais après on est le seul mec avec une capuche aussi, mais bon après, le débat. Ça fait beaucoup. Alors, du coup, ma troisième arme blanche, je vais rester sur les couteaux. Je vais lancer sur les couteaux. Et sur du gros couteau, parce que c'est le couteau de Crocodile Dundee dans le film Crocodile Dundee. C'est le couteau du nom du gars du film à chaque fois, au moins c'est facile. On peut pas se tromper, quoi. Voilà. Donc Crocodile Dundee, un film de 1986, un film australien, avec en acteur principal Paul Hogan. Il a un très gros couteau et il est surtout connu, ce couteau, pour une scène
dans le premier film, du coup, parce que c'est une trilogie aussi, Crocodile Dundee, et dans le premier film, où ce chasseur de crocodiles, qui est Crocodile Dundee, doit aller à New York pour suivre, de mémoire, une journaliste américaine. Et en fait, il se fait braquer par des voyous, parce que dans les années 80, c'était pas très fameux New York. Et il se fait braquer par des voyous qui sortent un cran d'arrêt pour essayer de lui faire peur. Et voilà, il leur dit, mais ça, c'est pas un couteau, fils. Et il sort de derrière son dos, il sort son couteau qui doit facilement avoir une lame de 40 cm. Voilà. Et donc, du coup, les voyous s'en vont. Sans qu'il ait besoin de s'en servir parce qu'ils ont juste très très peur. Voilà. Oui, c'est sûr. En plus, ils servent de cette arme pour chasser le crocodile, du coup. Voilà. Je sais pas, je me rappelle plus très bien du film, mais je pense qu'il doit s'en servir peut-être à un moment dans le film pour se défendre contre un crocodile ou pour l'attaquer ou je sais pas trop quoi. Je me rappelle plus très bien. Mais c'est plutôt cette scène qui m'a fait choisir ce couteau-là. Voilà, à toi. Alors, pour moi, on va rester dans le domaine du couteau assez gros. On va parler du kukri de Resident Evil 5, qui est détenu par Sheva Alomar, donc qui est l'une des protagonistes du jeu. On peut jouer avec elle en mode 2 joueurs, parce que Resident Evil 5, c'est le premier Resident Evil où on peut jouer à 2 sur le même écran. Le deuxième joueur peut jouer avec elle, pas le premier, sauf quand on a fini une fois le jeu, on peut jouer avec elle en mode 1 joueur. C'est un partenaire de Chris Redfield. Donc Chris Redfield, il fait partie du BSAA, donc c'est une agence gouvernementale visant à lutter contre les menaces bioterroristes. Donc lui fait partie de la branche américaine et Sheva de la branche africaine, parce que le jeu se passe en Afrique. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de controverses et tout à l'époque vis-à-vis de ça. Donc Sheva, elle a donc le kukri, donc c'est une arme du Népal à la base, qui est utilisée, qui peut être utilisée en tant qu'objet, enfin qu'outil, on va dire, pour couper genre la sève des arbres, ce genre de choses. Mais elle est aussi utilisée dans la vraie vie par alors je sais pas si on dit Gourkha ou Gourkhas. C'est des militaires népalais qui servent les unités britanniques et indiennes. On dit que dans la sorte de mythologie du kukri que ça ressemble à un sabot de vache, en référence au dieu Shiva. Dans le jeu, il sert à briser des caisses ou des cadenas, à dévier des flèches quand on est un petit peu doué et qu'on veut un certain trophée dans le jeu, et aussi à vaincre des ennemis, surtout pour économiser des munitions. Donc, on est quand même beaucoup dans les armes à résonance animalière, entre l'épée de l'aigle, le couteau de Crocodile Dundee, et là, qui se rappelle les vaches. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. Alors du coup, je regardais... Pardon, je t'ai coupé. Non, j'adore juste on aime la nature dans l'émission, on aime les animaux. Et du coup, je regardais un peu à quoi ressemblait le kukri. Et effectivement, du coup, il y a une version des kukri dans les films Resident Evil. D'accord. Voilà. Effectivement, c'est des sortes de gros couteaux à lame avec un angle. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui. Et normalement, quand on voit au bout de la lame, juste avant le manche, il y a une petite encoche. Et de ce que j'avais lu, ça sert en fait quand il y a la sève ou le sang, ça dépend ce que tu fais avec, qui coule. En fait, ça permet de faire en sorte que ça coule au sol, en fait, que ça s'égoutte et que ça n'aille pas sur le manche. C'est plus facile à nettoyer. Ah bah c'est pratique. Ouais. Alors, il n'y a pas ça dans Resident Evil, il n'y a pas cette option de nettoyer le manche. Mais après, en vrai, voilà, c'est pratique, quoi. Voilà. On peut être violent, mais propre. Oui, non, mais c'est important. C'est important de prendre soin de ses armes. Alors, c'est à moi. Qu'est-ce que j'ai choisi comme arme d'après ? Ah oui, ma quatrième arme, du coup, et là, est un sabre. On change un peu de registre. Et du coup, c'est le sabre de la mariée dans Kill Bill. Du coup, dans le diptyque Kill Bill, qui est sorti, le premier épisode est sorti en 2003. Donc de Quentin Tarantino, où du coup on suit la mariée, dont on apprendra le nom plutôt à la fin du film, qui est un film de vengeance, où du coup elle a été laissée pour morte par Bill le jour de son mariage, et elle a décidé de se venger.
Et donc du coup c'est son sabre, et son sabre qui a été créé par Hattori Enzo, qui dans l'univers de ce film, dans l'univers créé de Kill Bill, est le meilleur forgeron de sabre de cet univers-là. Et du coup, il crée ce sabre et il sort de sa retraite exprès pour créer ce sabre pour pouvoir tuer Bill. Donc que Bill était un personnage fort sympathique que plusieurs personnes ont envie de tuer. Ouais. Et le sabre, je pense que vous l'avez déjà tous vu si vous avez vu du coup des affiches de Kill Bill. On le voit sur c'est le sabre que tient la mariée quand elle a son habit jaune. On le voit souvent en fait. D'accord, oui. Et donc c'est un sabre très puissant puisque il a été très très bien forgé. Et voilà. Et puis du coup, elle tue pas mal de gens avec. Et puis on le voit il y a des scènes connues, je crois que c'est dans le 2 où elle est dans une sorte de dojo. Oui. Où il y a plein d'ennemis qui l'attaquent. Et du coup, elle utilise son sabre, je crois. Je sais plus si c'est dans le 1. C'est dans le 1 quand elle attaque les Crazy 88. Ah, voilà, et qui sont pas du tout, ils sont pas du tout 88 du coup. Mais je me rappelle plus combien ils étaient, mais je sais que ça faisait un peu référence à la fureur de vaincre avec Bruce Lee du coup. Oui. Là il y a plusieurs références puisque du coup elle porte cet habit jaune qui est par rapport au jeu de la mort. Oui. 8 minutes du jeu de la mort, je précise. Et après où elle affronte plein de gars d'un coup. Voilà. À ton tour pour ta 4e arme blanche. Alors, moi j'ai choisi pour la 4e la Shovel Blade du jeu Shovel Knight, qui est édité et développé par Yacht Club Games en 2014 sur PS4, Xbox One et PC, et qui a eu une adaptation plutôt sur Switch en 2019. Donc c'est une épée, donc c'est la pelle épée en français littéralement. Donc elle est utilisée par le protagoniste The Shovel Knight, mais également par son rival The Black Knight, qu'on affronte à la fin du jeu. Et genre ça fait longtemps que je l'ai fait, mais je crois qu'on l'affronte tout au long du jeu, il me semble, mais j'ai peut-être une mauvaise mémoire. Donc il y a deux attaques de base avec l'arme. Donc il y a une attaque vers l'avant qui s'appelle le Dig Slash et une attaque en piqué rebondissante qui est le Shovel Drop. Voilà, ça fait partie des grosses bases de gameplay du jeu. Après, tu as 3 améliorations qu'on peut avoir tout au long du jeu. Il y a la Charge Handle qui permet de charger l'attaque et de faire des plus gros dégâts avec le Dig Slash, donc l'attaque vers l'avant. On a le Drop Spark qui crée des étincelles quand on a notre vie pleine et qu'on fait des coups vers l'avant, du coup les Dig Slash, on fait des étincelles. Mais une fois qu'on perd de la vie, l'amélioration s'annule. Et ensuite, on a une autre amélioration qui permet de trouver des trésors, donc des Dig Piles, avec un seul Dig Slash, du coup un seul coup vers l'avant au lieu de 5. Parce que parfois, tu as des endroits genre en sable ou ce genre de choses où tu creuses en fait 5 fois et tu peux avoir des trésors. Alors que là, du coup, quand tu as cette amélioration, en un seul Dig Slash, donc coup vers l'avant, tu peux avoir des trésors. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà, du coup j'ai pris ça parce que c'était une épée plutôt originale, une arme plutôt originale et qu'on trouve après, sûrement, j'ai pas fait non plus des masses de recherche, mais à ma connaissance qu'on trouve pas dans des films spécialement l'épée, enfin peut-être, hein, mais... Moi ça me dit rien. Je suis pas sûr qu'il y ait de... D'accord. À moi du coup pour ma dernière arme. Alors du coup pour la dernière arme j'ai choisi une arme plutôt classique et c'est plutôt pour une seule scène dans un film et c'est dans le film Old Boy qui est un film sud-coréen de 2003 réalisé par Park Chan-wook. Et donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage vivement à voir ce film. Alors c'est un film plutôt violent où du coup un homme a été enfermé sans réelle raison pendant plusieurs années et à un moment il arrive à s'échapper et du coup il utilise un marteau et du coup il utilise un marteau dans un couloir et il y a plein d'ennemis qui l'attendent dans ce couloir et d'une manière très stylisée. À la fin il n'y a plus d'ennemis et il n'y a que lui et son marteau et
son marteau tout ensanglanté. Voilà. Donc c'est une scène stylistiquement vraiment magnifique. Et voilà, du coup je trouvais que c'était intéressant d'avoir le marteau d'Old Boy. Ça change un peu des trucs qui coupent, là c'est des trucs qui cassent. Oui, on est vraiment sur du choc. En plus là je pense à la chanson de Claude François. Ah oui, effectivement. Je suis pas sûr qu'il aurait fait ça. Il aurait fait ça Claude François, mais on pourrait faire un remake de cette chanson, si j'avais un marteau, avec le personnage d'Old Boy. Avec la scène, la même scène, mais... Avec la scène, voilà. Si j'avais un marteau, je casserais des genoux. Mais par contre, il y a eu un remake, non? Il me semble. Parce que oui, il y a eu un remake américain. Alors, je ne sais plus en quelle année. Il y a eu un remake américain avec Josh Brolin. Mais du coup, je l'ai pas vu. D'accord. Parce que je pourrais le voir par curiosité, mais le premier était déjà tellement bien et puis tellement choquant que je voyais pas vraiment. Ouais, t'as peut-être pas envie de. Je vois pas vraiment l'intérêt en fait de refaire un autre film. Est-ce qu'ils ont refait peut-être qu'ils ont refait la même scène Voilà. du marteau. Franchement, je sais pas. Voilà, c'est les remakes généralement quand les Américains font des remakes, je vois rarement l'intérêt. Enfin là, s'ils refont exactement la même scène pour refaire la même scène, à la rigueur, s'ils font une scène dans le style, en se disant en fait c'est une scène où là il doit s'évader et il doit taper des gens avec une arme plutôt basique et on fait autre chose, ça m'aurait peut-être plu sur l'idée, mais là, oui. je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais généralement, ils refont la même scène pour refaire la même scène et souvent en moins bien. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et, alors, c'est pour faire une aparté sur les remakes et le remake de films où il se passe des trucs glauques. Il y a un film qui s'appelle Funny Games. Et du coup, donc c'était un film. Alors, je sais plus de quelle origine, Funny Games. Alors, je regarde en même temps. Et en fait, il y a eu un remake. Donc c'est un film de 97, Funny Games, par le réalisateur autrichien Michael Haneke. Et du coup, on lui a demandé de remaker son film. Donc c'est lui qui a fait le propre remake de son film aux États-Unis. Et donc ils sont pas trop embêtés. Donc c'est 10 ans plus tard, il a fait le remake de son film. Et en fait, il a juste changé les acteurs. Et sinon, il a fait un remake plan pour plan. C'est-à-dire que le film se passe exactement de la même manière. Il n'y a rien qui change, à part les acteurs il a mis juste des acteurs américains. D'accord. Et c'est tout. Mais sinon, à la base, c'est un film quoi? C'est un film autrichien. Lui, il est autrichien, c'est un film autrichien. Et c'est assez flippant comme film sur ce qui se passe. Mais il a juste refait le film plan par plan en utilisant des acteurs américains. C'est tout. C'est un coup de génie. Voilà, c'est ça. En fait, mais ça montre la bêtise des Américains quand ils fait, font des remakes. Que ce soit pareil, mais même si c'est pareil que l'original, du temps que ce soit leur truc. Voilà, parce que c'est des acteurs qu'ils connaissent ou parce que c'est en anglais et ils n'ont pas besoin de lire des sous-titres. Du coup, ça va. Il n'y a que l'anglais qui existe dans le monde. Voilà. Le monde, c'est les États-Unis. C'est ça. Allez, c'est à toi pour ta dernière arme. Oui, alors j'ai choisi le pied de biche dans la franchise Half-Life. Donc c'est la seule arme qui est présente dans Half-Life 1 et 2. Elle est quand même aussi emblématique que le jeu ou même le protagoniste Gordon Freeman lui-même. C'est vraiment une arme qu'on reconnaît. Quand on pense à Half-Life. Oui, on pense à ça. Oui. Même pour, voilà, je veux dire pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Comme moi, moi j'ai fait juste une partie, après j'ai arrêté. Une partie, j'ai fait la moitié du jeu, je pense, mais après j'ai pas fini. Je sais même plus pourquoi. Mais du coup, le pied de biche, on s'en souvient, qu'on ait fait le jeu ou pas. Et du coup, elle sert d'arme de mêlée. Elle sert à briser des caisses pour récupérer de l'équipement, du coup, des munitions, et aussi parfois à résoudre des énigmes. Mais du coup, ça reste comme un bon truc parce que du coup ça permet de pas rester bloqué dans le jeu même quand on n'a plus de munitions en fait, c'est quand même pratique. D'accord. Il y a même des gens qui finissent le jeu quasiment en utilisant que le pied de biche, donc ça reste quand même une arme, même si c'est une arme que de corps à corps, on va dire secondaire pour dépanner,
elle reste quand même en vrai principale dans le cœur des joueurs. Ah bah effectivement, moi j'ai jamais joué à Half-Life et je connais cette arme. Ouais. Ça me, sur les visuels ou voilà, où j'ai déjà vu un peu des vidéos où des gens jouer. Et effectivement, c'est l'arme iconique du truc. Quoi. Ouais, voilà, en général, quand tu vois le héros Gordon Freeman, tu le vois avec un pied de biche dans son armure avec le symbole Half-Life sur son torse, là, enfin sur son armure, et tu le vois avec un pied de biche qui l'utilise. Donc voilà pour ma 5e et dernière arme. Voilà, maintenant on va du coup pouvoir passer sur la deuxième partie, c'est-à-dire faire des comparatifs entre les armes de nos deux univers cinématographiques et vidéoludiques pour essayer de faire un classement de ce top 10 des armes blanches. Du coup, on va commencer entre, du coup, dans l'ordre de notre présentation, donc entre Anduril et l'épée de l'aigle. Voilà. Quelle est, d'après toi, la meilleure arme? Alors, on va essayer de définir les critères à chaque fois. Je pense pas qu'on puisse se baser sur les mêmes critères entre les différentes armes, mais on va essayer de trouver des critères. Alors du coup, là c'est entre Anduril et l'épée de l'aigle. Donc Anduril, l'épée d'Aragorn, et l'épée de l'aigle, du coup, l'épée de Prince of Persia. Bah, l'épée de l'aigle, elle est... je sais pas trop, parce que... Moi, je dirais que du coup, Anduril reste l'épée du roi. L'épée du roi, du coup, du Seigneur des Anneaux. L'épée de la Terre du Milieu. Elle symbolise le fait que... c'est un des symboles du fait que Aragorn est le roi légitime de cette terre-là. Il s'en sert... elle a d'abord servi pour combattre Sauron. Et ensuite, elle a servi dans la dernière bataille, du coup, contre Sauron, contre les armées de Sauron. En termes de classe, on est pas mal. Oui. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Oui. Donc j'aurais... Oui, c'est sûr. Alors que l'épée de l'aigle, bon, c'est vrai que c'est un prince, c'est moins fort que le roi. C'est ça. Mais bon, après, c'est vrai que l'épée de l'aigle, elle n'a pas vraiment d'importance. En fait, on sait que c'est l'épée du prince, que c'est son père qui l'a transmise, tout ça, que si on la lit dans un booklet. Du coup, en fait, si on se renseigne pas en amont, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance qui est consacrée dans le jeu en lui-même. Ils nous disent pas c'est l'épée de l'aigle, c'est l'épée de ton père. Il n'y a rien que... après, en plus, tu la perds, ça n'a aucun sens. Donc, elle est peut-être moins importante qu'Anduril, effectivement. Peut-être mettre Anduril en premier. D'accord, donc Anduril, en première. L'épée de l'aigle. Alors, du coup, on va passer avec la lame secrète, peut-être? Oui. Dans notre classement, du coup, entre... que tu la places où? La lame secrète, où est-ce que tu la placerais, toi? La lame secrète... ça, c'est quand même emblématique de tout l'Assassin's Creed. Du coup, effectivement, moi, j'ai pas trop joué à Assassin's Creed. Et la plupart du temps, quand j'y joue, et comme dans tous les open world, c'est comme ça qu'on dit, Oui. je passe juste mon temps à me balader, faire des trucs rigolos et essayer de taper des gens. Oui, tu es vraiment dans la logique GTA. Tout à fait, voilà, je ne fais que ça. Je crois que j'ai jamais fait une seule mission en fait, de GTA ou de Assassin's Creed. Je me suis juste baladé, j'ai fait des sauts de l'ange, et voilà. Ouais. Surtout que dans l'Assassin's Creed, quand tu tues trop de gens, t'es déconnecté, parce que c'est pas le but de l'assassin, de tuer des civils. Il tue que des gens qui l'ont mérité, comme le Punisher. Mais du coup, la lame secrète... je la mettrais au-dessus de l'épée de l'aigle, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Après, au-dessus d'Anduril... je trouve qu'en termes de classe, Anduril reste au-dessus. Quoi. Oui, ça reste l'épée du roi, oui, certes. En plus, c'est une épée à deux mains. C'est vrai. Quand il la sort, il y a quand même eu toute la musique à chaque fois. Oui, ok. Oui, voilà. Et puis, elle est aussi sur l'affiche, il me semble, sur l'affiche du Retour du Roi. On le voit porter son épée. Oui. Ouais, à cheval, je crois, un truc comme ça. Oui. Okay. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est sur Anduril, la lame secrète et l'épée de l'aigle. Alors maintenant, on va rajouter le couteau de Rambo. Où est-ce qu'on va mettre le couteau de Rambo? Le couteau de Rambo... il est assez iconique. Mais est-ce qu'il est plus iconique que l'arc? Je sais
pas. Je pense que l'arc, en termes d'icône, Il a pas d'arc dans le 1. je crois qu'il se fait un arc, non? Il ne se fait pas un arc. Il me semble. Si, il se fait un arc et justement, il fait des flèches avec le couteau. Parce qu'il aiguise des bouts de bois pour faire des flèches. Il me semble qu'il y a un truc comme ça dans le premier. Parce que je me rappelle plus en fait comment il utilise vu qu'il tue personne, à part le mec avec la pierre. Ouais, il le tue pas vraiment en fait. Il jette une pierre et il y a un mec qui tombe d'un hélicoptère. Oui, en plus. Non, il s'en sert plutôt pour comme un truc de survie. Donc c'est-à-dire il taille des bouts de bois, il coupe de la corde pour se faire un poncho là, avec une bâche. Il s'en sert aussi, il se sert du matériel qu'il y a dedans là, que j'ai cité tout à l'heure pour se recoudre parce qu'il est blessé. Mais il tue personne avec quoi. Peut-être qu'il tue des animaux pour manger, je ne m'en rappelle plus. Non mais je veux dire l'arc il tue personne. L'arc, non, il tue personne. Peut-être qu'il a pas d'arc, mais il me semble qu'il a coupé il me semble qu'il taille des bouts de bois à un moment. Je le mettrais du coup au-dessus de l'épée de l'aigle Oui. quand même. Alors au-dessus de l'épée de l'aigle, d'accord. Mais est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met au-dessus des autres ou en dessous? Ouais, peut-être au-dessus de la lame secrète. Au-dessus de la lame secrète? Je pense que c'est. Après moi honnêtement, je sais pas. Là, faudrait se baser sur, je pense, la symbolique parce que, personnellement, je préfère la lame secrète au couteau de Rambo. Pas parce que juste c'est mon objet, mais parce que j'aime bien la lame secrète. C'est plutôt classe quoi. La lame secrète est plutôt classe. Après, en termes de. Il y a plus d'épisodes d'Assassin's Creed que de Rambo. Je sais pas si ça peut jouer. Oui, écoute, pourquoi pas. Oui, on va pas. Mettons du coup le couteau de Rambo en dessous de la lame secrète. Ok. Hop là, ça y est, je l'ai noté dans notre fichier. Maintenant, il y a le kukri, donc l'arme de Resident Evil. Toujours au-dessus de l'épée de l'aigle. La base du truc, c'est toujours au-dessus de l'épée de l'aigle. Après, le kukri, personnellement, je le préfère à la lame secrète. Ça veut pas dire qu'il faut le mettre en deuxième. C'est juste que je préfère parce que Resident Evil 5, j'ai vraiment beaucoup joué. Et le kukri, ça reste. L'arme de corps à corps dans les Resident Evil en général, mais surtout à partir du 4, quand ça a été orienté plus action, et du 5, du coup, tu t'en sers vraiment beaucoup. Quand t'es en mode professionnel ou même en mode mercenaire, ou même en général, c'est pratique pour économiser les munitions, ça te sauve de plein de situations. Donc, moi, j'ai une attache particulière pour le kukri. Voilà, après, c'est pas spécialement iconique, ça par contre, je suis d'accord, c'est pas le truc que tu te rappelles dans Resident Evil. Hein. Alors, on va faire peut-être étape par étape. En termes du coup de praticité, ça a l'air plus pratique le kukri que le couteau de Rambo. Alors, parce qu'on a dit que le couteau de Rambo, il était quand même pratique en mode survie avec tout son petit attirail. Après, il s'en sert pas mal dans les films quand même. Il tue quand même pas mal de gens avec. On est sur la même utilité. Oui, à un moment, c'est des armes blanches. Hein. Le but, c'est quand même de faire du mal aux gens. Oui, dans l'idée. Ouais. Après, ouais. En termes de praticité, les deux sont beaucoup utilisés. Quand tu joues bien à Resident Evil, tu utilises pas mal le. Ouais. Alors du coup, si on est sur le, tu vois, quand on parle de Resident Evil, moi qui ai quasiment pas joué, je pense pas à ça quoi. Les personnages, pour moi, ils ont des pistolets. Oui, c'est logique. Ouais. Alors, si j'essaye en plus d'écarter les films, hein, mais vraiment sur les personnages, en plus, je sais pas pourquoi, je pense à Léon, c'est ça donc c'est... Oui, du 2. Ouais. Voilà. Du 2 et du 4 et du 6. Voilà, donc je vois Léon et je vois le gars avec ses pistolets. Quoi. Oui, oui. Donc, si je dois le comparer par rapport à la lame secrète ou au couteau de Rambo, il me paraît quand même moins représentatif des personnages. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que dans Resident Evil 4, Léon, il a un couteau en plus. Et il s'en sert vraiment bien. Mais je l'ai pas mis là, mais il s'en sert vraiment bien. J'aurais pu le mettre là. Et qui ressemble pas mal au couteau de Rambo. C'est un couteau de commando aussi. Mais je pense que le couteau de Rambo là gagne par symbolisme. Je pense. Du coup, on va le mettre là. Même si je préfère le kukri, mais je pense quand même là, faut être un peu sérieux quoi. Alors du coup, ensuite, moi j'avais le couteau de Crocodile Dundee. Le couteau de Crocodile Dundee, alors si on essaye de reprendre un peu ce qu'on
qu'on vient de se dire sur les différents aspects, il est pratique, mais moins que celui de Rambo. Ouais. Je pense que je l'aurais mis comme ça là, à froid, juste au-dessus de l'épée de l'aigle. Par principe. Par principe, ou en dessous peut-être, mais parce que ça a l'air d'être un gimmick de mettre au-dessus de l'épée de l'aigle. Mais c'est soit au-dessus, soit en dessous de l'épée de l'aigle. Le kukri a l'air plus pratique, et les autres aussi. Le couteau de Crocodile Dundee, à part la scène que tu as décrit tout à l'heure, en fait je me rappelle pas. Non, je sais pas s'il utilise vraiment. Non, je pense pas. Il doit l'avoir, mais juste peut-être pour la blague et refaire ce genre de blague plusieurs fois pour dire j'ai un gros couteau. Mais pas plus que ça, quoi. Et alors du coup, est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de l'épée de l'aigle? Est-ce que c'est plus ou moins important? L'épée de l'aigle, on doit s'en servir une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins dans le jeu. C'est vraiment au début, quand tu es sur une sorte de navire et tu apprends à faire toutes les mécaniques de gameplay liées au combat. Et après tu l'as plus du tout, donc ils en reparlent pas spécialement, on la retrouve pas ou quoi que ce soit. Donc c'est pas non plus pas mythique, quoi. Après c'est vrai que quand tu penses à Crocodile Dundee, tu penses à un mec, tu penses à Paul Hogan avec son chapeau et son gilet en cuir et son gros couteau, quoi. Et ses manières décalées par rapport à New York, quoi. Mais... donc je pense qu'on le met peut-être au-dessus de l'épée de l'aigle. Tu vois ? Du coup. Mais... ok. Alors maintenant on en est sur cette arme étonnante qui est la Shovel Blade. Alors c'est pas ma préférée du tout. Je l'ai mise parce que vraiment elle est plus ou moins propre au jeu vidéo et que ça rentrait bien en fait dans les clous du sujet. Mais après au-dessus de Crocodile Dundee, après on l'utilise, c'est vraiment la seule arme du jeu, quoi. C'est-à-dire que c'est la seule arme du jeu, c'est quasiment le nom du jeu. Ça fait partie de l'ADN du héros et du gameplay. Ça fait 90% du gameplay. Donc elle est quand même très utile, là, du coup. Alors après, moi, au-dessus de l'épée de l'aigle. Après, je mettrais, je pense, au-dessus de Crocodile Dundee. Après, c'est vrai que je connais... alors, quand tu m'as dit, en fait, je connaissais pas ça me disait rien. J'ai regardé. Et effectivement, je pense qu'en fait, j'ai déjà vu le Shovel Knight. Ouais, ça me dit Oui, ouais. Il y a un petit succès quand même du jeu. Voilà, donc même pour moi qui joue pas vraiment, ça me dit un truc. Le Shovel Knight, ça me dit un truc. Donc, est-ce que je pense que je l'aurais mis au-dessus de Crocodile Dundee. Après, je la trouve fun, quoi. Je sais pas si elle est très utile ou pas, cette arme là, mais elle est rigolote, quoi. Elle est plus drôle que les autres, quoi. Est-ce que c'est plus utile oui, c'est plus utile, oui, du coup. C'est un chevalier qui a une belle épée, quoi. C'est vraiment le jeu. Donc en fait, personnellement, je le mettrais pas au-dessus du kukri. Mais objectivement, au moins au-dessus du kukri. Après, au-dessus du couteau de Rambo, je sais pas. Parce que le couteau de Rambo, ça fait quand même partie de son ADN aussi. Ah oui, on y pense. On y pense forcément, quoi. Quand tu penses à Rambo, tu penses à Stallone, tu penses à son couteau, tu penses à son arc. Voilà. Et à son bandeau, voilà, qui se noue dans les cheveux en étant de dos. Et en faisant ressortir des muscles qu'il a dans le dos que j'ai... improbable. Oui, c'est vraiment... Ouais. Il a plus de muscles dans le dos que moi dans tout mon corps. Oui. Et en même temps, alors je pense que c'est moins connu Shovel Knight que Rambo. Oui, c'est sûr. Mais pour ceux qui jouent pas, voilà, mais je pense que c'est ceux qui jouent pas, ils connaissent plus le couteau de Rambo que... Voilà, mais je pense que c'est forcément un des avantages du média cinéma. C'est beaucoup plus répandu que le jeu vidéo, donc déjà ça existe depuis beaucoup plus longtemps et
et ça sera beaucoup plus répandu. Donc je sais pas, j'aurais peut-être mis au-dessus du couteau de Rambo. Ah, au-dessus quand même du couteau de... Ah oui, par rapport... Non, mais après, si tu... Oui, non, bien sûr, oui. Après, si tu veux le mettre en dessous... Le truc, c'est que... C'est là où c'est un peu la différence, c'est que tu t'attaches beaucoup à l'arme. En fait, plus tu joues, plus tu t'attaches. C'est pas le même... T'as pas le même rapport avec les objets dans le cinéma et dans le jeu. C'est-à-dire qu'une arme banale, on va dire, dans le jeu, ça peut être vraiment ton arme préférée que t'adores, comme le kukri, par rapport à comment tu l'utilises dans le jeu, aux situations. Alors que dans les films, enfin aussi, mais c'est plus par rapport à des scènes, il y a moins de côté interactivité, je sors l'arme, il y a moins de cette identification-là, donc c'est pas pareil. C'est pour ça qu'un simple kukri, ça reste... Bah du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait, on le met au-dessus du couteau de Rambo ou au-dessus ou en dessous du kukri? Moi, je l'aurais mis... En fait, personnellement, je l'aurais mis en dessous du kukri. Eh ben voilà, bon, on va faire ça alors. Alors, je vais faire ça, et en attendant que je fasse ça, on peut introduire Le sabre de la mariée, le sabre de la mariée. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? qui est quand même pas mal iconique, hein, là. Ah bah oui, là, on est plutôt bien. Parce que dans... On est plutôt bien. Parce qu'elle l'a, je crois, elle a plus ou moins tout au long des deux films. Oui, elle a tout au long des deux films. Ouais. Et puis, il y a vraiment une scène de création du sabre, enfin, voilà, avec une remise, une cérémonie de remise du sabre par Hattori Hanzo. Ouais, pour dire que c'est vraiment important. Ok. Voilà. Bah là, c'est au moins au-dessus du kukri, du coup. Au moins. Voire Ouais. peut-être au-dessus du couteau de Rambo. Oui, je Ou pense. pas. Hein. Oui, je pense que c'est une meilleure arme que le couteau de Rambo, même si c'est moins pratique, mais c'est une meilleure arme que le couteau de Rambo. Bah, voire même peut-être au-dessus de la lame secrète, alors, vu l'importance du truc. Parce que la lame secrète, elle est ultra importante, parce que quand on joue, on attend vraiment que ça dans le jeu. Ouais, alors est-ce qu'on le mettrait du coup au-dessus d'Anduril? Bah, moi, je préfère le sabre de la mariée à Anduril. Après, Bah, de manière objective... je pense que c'est... il est plus connu le sabre de la mariée que Anduril. Bah, les gens, enfin, les fans du Seigneur des Anneaux vont crier, sûrement. Mais le sabre de la mariée, il est connu. Bon, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que forcément, quand c'est dans le média cinéma, c'est plus répandu. Mais là, dans les films, alors Anduril est quand même iconisé et montré que c'est une épée importante. En plus, c'est l'épée qui a été reforgée. Voilà. Il y a une vraie Après, je symbolique. pense que les gens connaissent Anduril, mais peut-être qu'ils savent pas que ça s'appelle. Oui, ça n'a pas son nom. Voilà. Enfin, c'est l'épée d'Aragorn. Enfin, voilà. Ouais, mais et après, le sabre de la mariée, ça reste quand même... Ouais, j'aurais tendance à le mettre en première position, en fait, le sabre de la mariée. Ben, moi, ça me va, avec je préfère. Voilà. Bah ouais, je pense que ça fait bien parce que ils sont iconisés les deux. Oui. Voilà. Avec une vraie histoire sur la lame reforgée, il y a une vraie histoire. Enfin, ça montre une évolution aussi d'Aragorn qui accepte son rôle de roi en faisant reforger la lame. Enfin, en acceptant la lame reforgée, puisque du coup c'est plutôt de mémoire, c'est Elrond qui fait reforger la lame, parce que c'est une lame elfique. Donc il accepte son rôle avec cette lame reforgée, et du coup la refonte et le symbole dans l'univers est important. Et dans la mariée, l'univers est différent, mais le symbole est tout autant là, hein, puisque du coup c'est une lame créée par Hattori Hanzo, qui sort exprès de sa retraite pour refaire cette lame, Il y a quand même, qui est sa plus belle œuvre pour pouvoir tuer Bill. Voilà. Donc, et elle est le symbole de la mariée et de la vengeance, ça va être cette lame. Ouais, c'est son de mémoire. Est-ce qu'elle l'a? Comme c'est monté dans tous les sens. Oui. Je pense que non, elle l'a pas au début. Quand elle va attaquer
La première de ses victimes, elle l'a pas, mais elle l'a rapidement, quoi. Elle va rapidement chercher ce. Voilà. Non mais d'accord, Voilà. ok. Donc du coup, ça en marche, première position. Ok. Alors maintenant, il nous en reste 2. Donc il nous reste le pied de biche. Où est-ce qu'on va mettre le pied de biche? Le pied de biche. Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur la différence d'appropriation et d'affect qu'on peut avoir sur les armes, la différence entre les jeux vidéo et le cinéma, pour le coup, le pied de biche, ça me paraît être, sur cet aspect-là, ultra important. Oui. Parce que je pense que tout joueur de Half-Life a dû... Oui, du coup, connaît connaît le pied de biche. Ouais, Comme je dis, moi qui n'ai pas joué, je le connais aussi. Et tout joueur a dû l'utiliser beaucoup de fois quand tu as un peu trop utilisé tes autres armes et qu'il te reste que ça. Donc en termes d'affect pour le joueur, c'est important. Après, en termes d'armes blanches classiques, bon, c'est un pied de biche. Bon, tu me diras, celui d'après, c'est un marteau, c'est guère mieux. Oui, après, voilà, ces armes, on les retrouve que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma. En tout cas, dans le jeu vidéo, le pied de biche et le marteau. Concentré sur le pied de biche, mais le pied de biche, on le retrouve après dans d'autres jeux, quoi. Ouais, bon, après, le pied de biche d'Half-Life, il est iconique. Ouais, mais je sais pas où je le mettrais. Oui, mais il faut trouver, hein, c'est un peu le but du podcast quand même, hein, du coup. Ouais, mais ouais. Non, mais c'est surtout que je sais pas, parce qu'en fait je l'ai pas fini. Je pense que je le mettrais entre le kukri et la shovel blade au moins, donc toujours au-dessus de l'épée d'aigle. Non, mais du coup, entre le kukri et la shovel blade, moi ça me... en fait, pour le coup, le problème du pied de biche, je trouve qu'il il fait le grand écart entre la simplicité de l'objet et de l'outil en fait du pied de biche. Du coup, alors c'est pratique, tu peux tuer des gens. En même temps, tu fais pas grand chose avec dans le jeu à part buter des gens. Par rapport au kukri ou au couteau de Rambo, où du coup ils ont ils ont des utilisations autres. Et après, en termes d'icône d'un jeu, quand tu penses à Half-Life, tu penses au pied de biche, quoi. Quand tu penses au personnage, moi je connais pas le nom, là tu l'as dit tout à l'heure. Gordon Freeman. Voilà, tu penses au personnage, tu penses à sa combinaison, tu penses au logo de Half-Life. Oui. Et tu penses au pied de biche, quoi. Forcément tu penses au pied de biche. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est un peu... il fait un peu un grand écart. Là, comme on l'a placé, il est plus ou moins au milieu de notre liste. Un peu en bas, un peu plus en bas, mais... ouais. Mais il nous manque encore une arme à placer. Le marteau à placer. Et je pense que si on doit comparer avec le marteau va aller en dessous, quoi. Le marteau, il est cool pour la scène dont j'ai parlé. Ouais. Après, ça reste un marteau. Et puis dans le film, je sais pas trop s'il s'en sert à part ça. Mais c'est cette scène qui marque et c'est l'utilisation du marteau. Voilà, je pense que le marteau peut aller très bas. Ouais. Est-ce qu'il va aller en dessous de l'épée de l'aigle? Ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'il l'utilise encore moins que l'épée de l'aigle, en fait. En comparaison, oui, je pense aussi. Mais ça marque plus. Ce qui fait que voilà, je pense qu'on va le mettre en dessous et que le pied de biche se retrouvera plus ou moins au milieu de tableau. Qui justifie, c'est un peu ce grand écart là, entre la simplicité de l'arme et l'icône qu'il représente dans la pop culture. Oui, ça me paraît bien dit. Donc du coup, maintenant on peut classer ce marteau et on sait qu'il va aller très bas. On sait qu'il va aller en dessous du pied de biche. Sûrement en dessous de la... Enfin, clairement, moi je le vois, c'est soit en dessous, soit juste au-dessus de l'épée de l'aigle. Ouais. Est-ce qu'on va garder l'épée de l'aigle en dessous pour la blague ou est-ce que... Mais, pour le coup, il est autant utilisé, je pense, que le couteau de Crocodile Dundee. C'est-à-dire qu'il y a une scène iconique du truc. Voilà, une scène... alors celle de Crocodile Dundee fait plutôt rire. Celle de Old Boy est
est plutôt violente et Oui. on rigole pas trop. Mais est-ce que ça va au-dessus ou en dessous de l'épée de l'aigle? Ça, je sais pas. Après, si on devait comparer, moi je préfère l'épée de l'aigle, mais j'aime bien la scène d'Old Boy quand même. Bah, en fait, ouais, elle a vraiment autant d'importance parce qu'elle est classe, mais on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher, parce que du temps qu'on s'y attache, on la perd. Ouais. Après, du coup, je dirais peut-être... je mettrais le marteau en dessous, finalement. Parce que, voilà, enfin... Parce qu'en fait, c'est juste une arme qu'il a ramassée au hasard, quoi. Ouais, Oui, ça y a aurait pu pas être n'importe quoi. elle a pas de symbole dans le jeu, enfin dans le film, pardon. Alors que dans le jeu, du coup, il y a quand même un symbole, même s'il garde pas longtemps, et il récupère son épée. Enfin, Oui, ça reste l'épée de là, son père. voilà, il a récupéré un marteau Ou ça aurait ouais, pu être une scie ou n'importe. voilà, ou un pied de biche. Oui. Ça aurait été, on aurait été bien embêtés. Oui. Alors, il faut vous dire, du coup, je fais une aparté. On vous l'a pas dit, mais en fait, on ne connaît pas les items, les propositions de l'autre avant. Donc du coup, on découvre. C'est pour ça que, alors, généralement sur le cinéma, c'est plus facile et c'est plutôt dans les consciences communes à quoi ça ressemble. Oui, dans l'imaginaire collectif. Voilà, dans l'imaginaire un peu. collectif, merci. Dans le jeu vidéo, ça l'est un petit peu moins. Mais du coup, on ne connaît pas. Donc moi, j'ai découvert les propositions de Mathieu, il a découvert mes propositions. Donc voilà pourquoi des fois on hésite, etc. Oui, voilà. Tout l'intérêt du débat. Et en attendant, je mets le marteau tout en bas. Voilà. Et du coup, on a notre liste. Donc notre liste dans l'ordre. En première position, du coup, on a mis le sabre de la mariée. Ensuite, on a mis Anduril, l'épée d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. La lame secrète d'Assassin's Creed. Le couteau de Rambo. Le kukri dans Resident Evil. Le pied de biche de Half-Life. La shovel blade de Shovel Knight. Le couteau de Crocodile Dundee. L'épée de l'aigle de Prince of Persia. Et le marteau dans Old Boy. Voilà. Non, ça me paraît bien. Hein. Il y a à la fois de la subjectivité, puis comme de la réflexion objective. Voilà, tout à fait. En toute honnêteté. Oui, oui. C'est important d'être honnête sur notre réflexion avec certains choix tout à fait objectifs, évidemment. Et transparent, oui. Voilà, on a fini pour cette partie débat. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie de l'émission, à savoir les recommandations. Donc, en ce qui concerne les recommandations, donc ça va être une recommandation de Franck et une de moi concernant une œuvre qu'on consomme ou pas en ce moment et qu'on a envie de partager avec vous, voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer ? Bah écoute, oui, avec plaisir. Donc moi, du coup, ma recommandation, ça sera une série Netflix, la série Cobra Kai, qui est la suite 34 ans après des films Karate Kid. Alors, du premier film, enfin, non, de la trilogie de films Karate Kid, donc les films qui sont sortis dans les années 80. Donc l'idée, c'est de suivre les personnages, donc les mêmes personnages qu'on voit dans le premier film, joués par les mêmes acteurs, en tout cas ceux qui sont encore vivants. Il y a même un comics qui est sorti sur ces personnages, donc qui ont grandi, qui sont devenus adultes, qui sont devenus parents. Et il y a, je te coupe, et il y a un jeu aussi qui sort bientôt en octobre sur PS4 et Xbox One aussi. Voilà, donc l'idée c'est cette nouvelle étape de la saga Karate Kid, et je vous encourage vivement, si vous n'avez pas vu Karate Kid, à voir Karate Kid, et ensuite regarder Cobra Kai. Je trouve ça absolument excellent, autant sur le traitement des personnages, sur la continuité avec la mythologie qui avait été instaurée dans les 3 premiers films. C'est vraiment très bien. Il y a une saison 3 qui a été annoncée pour début 2021 et une saison 4 en préparation. Donc n'hésitez pas à aller voir Cobra Kai sur Netflix. Oui, c'est vrai que moi aussi j'ai vu là, les deux premières saisons, c'est vraiment bien. À toi. Pour moi, ce sera alors l'histoire de Nintendo, écrit par Florent Gorge et édité chez Omake Books. Donc il y a 4 volumes. Il y en a un qui se focalise sur l'histoire de Nintendo avant l'explosion de la NES, donc tout ce qui concerne les cartes à jouer, les jouets.
et ses différentes tentatives d'entrepreneuriat, assez surprenantes à chaque fois. Le deuxième, c'est sur les Game & Watch. Le troisième, sur l'histoire de la NES et sur ses hommages. Ça se focus vraiment là-dessus, sur la NES. Et le quatrième, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, sur la Game Boy, ou le Game Boy, ça dépend comment on dit. Et du coup, moi j'ai commencé là le premier volume. Et du coup, c'est extrêmement bien documenté. On apprend vraiment plein d'anecdotes et d'informations parfois folles sur quand même l'histoire de Nintendo, qui est quand même une entreprise extrêmement vieille et qui n'est pas spécialement reconnue pour diffuser à tout va des informations spécialement sur son entreprise. Comme ça, quoi. C'est une entreprise très importante au Japon. Mais après, chez nous, on n'a pas eu spécialement d'informations là-dessus. Donc c'est bien quand... les jeux Nintendo, c'est comme... Ça fait partie des jeux les plus joués en France. Et du coup, parfois, en tant que joueur, tu as envie aussi un peu de connaître la mythologie qu'il y a autour de ça pour en savoir plus, tout simplement. Et du coup, Florent Gorge a écrit des ouvrages extrêmement bien documentés, très précis, très clairs. Et du coup, je vous encourage à aller les consulter sur le site d'Omaki Books. D'accord. Donc maintenant, il est temps de finir l'émission. Avant de finir, on va vous proposer quand même le prochain thème, le thème de la prochaine émission. Et du coup, je te laisse le présenter. Alors du coup, le prochain thème de l'émission, ce sera sur la représentation des voyages dans le temps, dans les jeux vidéo et au cinéma. Ouais, ça bouge pas. Jeux vidéo et cinéma, ça va rester. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc maintenant du coup, il faut qu'on cherche 5 items chacun qui vont représenter les voyages dans le temps et dans l'espace, c'est ça qu'on s'était dit ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, dans le temps et dans l'espace, au cinéma et dans les jeux vidéo. Du coup, l'émission est maintenant terminée. On vous remercie pour nous avoir écoutés pour ce premier épisode. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez nous encourager, nous proposer éventuellement des thèmes pour les prochaines émissions, en espérant que cette première partie vous ait plu. Elle n'ait pas été trop longue non plus. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, c'était bien, non ?